Nous voici maintenant pour une nouvelle vidéo d'analyse et dans cette vidéo on va parler d'équations différentielles linéaires. Alors ça va être en réalité une petite introduction aux équations différentielles linéaires dans laquelle on va voir les cas les plus simples et puis au niveau de la théorie on va rester quand même vraiment sur de la base. Alors, pour commencer, pourquoi s'intéresser à ces équations différentielles linéaires? Eh bien, tout simplement parce que beaucoup, voire même énormément de lois, alors de la physique, des sciences de l'ingénieur, j'aurais pu aussi citer de la chimie, de la biologie, de la sociologie, etc., etc., sont formulées sous la forme d'équations qui impliquent des dérivées de quantités physiques. Un exemple très simple que vous connaissez certainement, c'est la loi de Newton qui nous dit que masse fois accélération est égale à la somme des forces. Eh bien, l'accélération, si on se place en une dimension, ça va être la dérivée seconde du mouvement. Et puis, les forces, eh bien, elles vont être données, explicitées, en fonction parfois de constantes, souvent du mouvement, de x de t par exemple, voire parfois en fonction de la vitesse. Donc on va effectivement avoir une équation qui fait intervenir eh bien, une variable qui représente la position, le mouvement, et différente de ses dérivées. Alors, définition relativement succincte. Pour commencer, on appelle équation différentielle, parfois on précise différentielle ordinaire, qu'on va appeler parfois EDO, au lieu d'écrire à chaque fois équation différentielle ou équation différentielle ordinaire, on écrit juste EDO, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Donc on appelle équation différentielle d'ordre n toute équation qui relie une fonction inconnue, disons y de variable x, à ses n premières dérivées, donc la dérivée première, y', la dérivée seconde, y seconde, etc., jusqu'à la dérivée nème. Alors remarquez que pour une équation différentielle d'ordre n, on doit forcément avoir la dérivée nème de y qui intervient dans l'équation. Par contre, on pourrait n'avoir que celle-là, par exemple, et ne pas avoir d'autres dérivées, voire même ne pas avoir de y. Ou bien on pourrait avoir la dérivée énième, la dérivée seconde, et puis juste y. Peu importe, tout ce qui compte, c'est que pour être d'ordre n, il nous faut la dérivée énième et pas de dérivée supérieure à n. Résoudre une équation différentielle, ça va consister à trouver toutes les solutions, toutes les fonctions qui vérifient cette équation. De la même façon que résoudre une équation, disons normale, c'est trouver toutes les solutions, tous les x ou tous les vecteurs qui vérifient l'équation. Eh bien, pour une équation différentielle, c'est exactement le même principe, sauf que ce qu'on cherche, ce ne sont plus des nombres, ce ne sont plus des vecteurs, ce sont ici des fonctions. Les solutions sont alors données sous la forme y égale f de x, si c'est possible, donc sous une forme explicite. Et puis, si c'est pas possible, une relation reliant y et x, en sachant que dans certains cas, on ne pourra pas faire mieux que de donner l'équation différentielle qui permettra, qui en elle-même servira de définition à la fonction. Alors, quelques remarques. Pour commencer, lorsqu'on a une équation différentielle, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il existe des solutions ? Et puis, si on arrive à dire oui, il existe des solutions, est-ce qu'il y a une seule solution ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Alors, c'est des questions qu'il faudrait se poser. On ne va pas se les poser ici. Mon but, c'est vraiment de faire une petite introduction, de vous donner quelques résultats dans des cas très simples, mais
voilà, on pourrait passer beaucoup de temps à étudier ces équations différentielles, et dans ce cas-là, les premières questions, c'est l'existence et l'unicité des solutions. Deuxième remarque, on ne peut pas toujours donner une formulation explicite de la solution d'une équation différentielle. Il n'est pas toujours facile, ou possible même, de dire y de x est égal à telle fonction. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des méthodes numériques qui vont permettre d'obtenir une approximation de la solution. Alors après, il y a plein de méthodes numériques qui existent. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Troisième remarque, alors je vous ai dit en introduction au tout début que énormément de phénomènes dans plein de domaines font intervenir ou reposent sur des équations différentielles. En réalité, bien souvent, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que pour représenter un phénomène réel, on a besoin de fonctions qui dépendent de plusieurs variables. Prenez de la mécanique, on remarque, on cherche des mouvements. En général, on n'est pas en une seule dimension, on n'a pas juste du vertical ou juste de l'horizontal. Donc, on va avoir besoin d'un x et d'un y, par exemple, si on prend, je sais pas moi, on évolue dans un plan, voire du y, du x, du y et du z. On peut avoir plein de possibilités comme ça, plein de variables nécessaires, et donc dans ce cas-là, on ne va pas avoir des dérivés, des fonctions. Quand on est en plusieurs dimensions, eh bien on va parler de dérivés partiels, et donc on n'aura plus des équations différentielles, mais des équations aux dérivés partiels. Et on va appeler ça EDP par opposition à EDO. D'ailleurs, en anglais, on aura ODI ou PDI. On retrouve vraiment les mêmes notations en anglais également. Bon, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, dans ce cours, dans cette vidéo, on va vraiment se limiter à quelques cas très particuliers et très simples d'équations différentielles linéaires. Déjà, rien que dans le terme, vous voyez qu'on va déjà aller sur du linéaire, pas n'importe quelles équations différentielles, et puis on va voir qu'on va aller encore dans des cas beaucoup plus particuliers. Alors pour commencer, eh bien, on va parler d'équations différentielles linéaires homogènes du premier ordre à coefficient constant. Vous voyez qu'il y a beaucoup de termes. Donc, équation différentielle, bon, on a vu ce que c'est une équation qui va faire intervenir des dérivés. Linéaire, bon, on a déjà vu ce terme-là, linéaire, on sait que c'est quand on prend une inconnue, on a le droit de la multiplier par un nombre, on n'a pas le droit de mettre de carré, on n'a pas le droit de multiplier les inconnues entre elles, etc., etc. On peut faire juste une somme. Homogène, on a déjà vu aussi ce terme-là quand on parlait des systèmes d'équations ou des équations tout court, c'était lorsque le second membre était un 0. On va voir qu'on va retrouver ça. Du premier ordre, on l'a vu avant, ordre 1, ça veut dire qu'on ne va avoir que la dérivée première. Et puis, à coefficient constant, on aura des coefficients où, on va le voir, qui seront constants. Bon, en fait, cette grande phrase ici, elle veut dire qu'on va s'intéresser à des équations du type y' plus ay est égal à 0. Où a, c'est mon coefficient, donc constant, une constante a appartenant à R. On pourrait bien évidemment considérer a qui est une fonction, mais là, on n'est pas dans le cas qui nous intéresse ici, et ce serait beaucoup plus compliqué que ce qu'on va faire. Donc, vous voyez bien que, effectivement, j'ai du y', j'ai du y, donc je suis bien d'ordre 1, j'ai bien une équation différentielle. Je suis bien linéaire parce que ce soit mon y' ou mon y, je le multiplie uniquement par un nombre et je fais une somme, j'ai pas de carré, j'ai pas de produit entre les deux, etc. Je suis bien homogène puisque j'ai mis égal à 0. Bon, on a bien compris tous les termes qui étaient donnés précédemment. Alors une remarque qui ne se voit pas forcément beaucoup ici, mais souvent on va écrire les équations différentielles sous la forme y' plus ay est égal à 0. Si on voulait remplacer le 0, on écrirait souvent
une fonction dépendant de x, ou plutôt le nombre. Et donc au niveau des écritures, on a un petit peu des abus de notation hein, sur les équations différentielles. J'en reparlerai un petit peu plus tard quand vraiment on le verra. L'inconvénient de cette écriture-là, c'est qu'on ne sait pas trop y par rapport à de quelle variable il dépend. Est-ce que c'est y de x? Est-ce que c'est y de t? Bon, là, ça dépendra du contexte. En général, quand on ne précise rien, eh bien, on suppose que y dépend de x. Hein. Mais si, je sais pas moi, on a une fonction qui représente une évolution en fonction du temps, bon, bah, on écrira plutôt y de t. Alors, propriété, eh bien, les solutions de cette équation différentielle sont de la forme y de x est égal à k fois exponentielle de moins ax, pardon. K étant un réel quelconque, hein, peu importe le réel qu'on prend, ça va être une solution de l'équation différentielle. Alors je ne vais pas démontrer ici cette propriété, je vais juste vérifier que si on a une fonction de ce type-là, elle va bien être solution de cette équation. Donc ce sera pas une démonstration de la propriété puisque je ne vais pas montrer que les seules solutions sont de cette forme, mais on va quand même vérifier que c'est bien le cas. Donc si j'ai y de x qui est sous cette forme, eh bien y' de x, c'est quoi? C'est tout simplement moins a fois k fois exponentielle de moins ax. Et donc quand j'écris y' de x plus a y de x, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'ai moins a fois k fois exponentielle de moins ax, plus a fois y, c'est-à-dire k fois exponentielle de moins ax. Et on voit que bah oui, on va bien avoir, donc si je mets en facteur, hein, vous voyez que le k exponentielle de moins ax, je l'ai dans les deux, donc je vais avoir moins a plus a qui fait 0. Donc j'ai bien 0 en tout, c'est-à-dire que mon y est bien une solution de mon équation différentielle. Alors après, on pourrait voilà, on peut en tout cas avoir l'intuition que ça va être les seules solutions. Pourquoi? Bah, vous voyez que si on prend une autre exponentielle que celle-là, bah, on ne va pas se retrouver avec le bon coefficient dans la dérivée, donc ça ne va pas s'annuler. Si je prends un polynôme par exemple, eh bien dans le y je vais avoir du x puissance n, sauf que dans le y', j'aurai du x puissance n-1. Et donc quand je vais faire la somme des deux, plutôt le y sera un polynôme de degré n, le y' un polynôme de degré n-1. Et donc forcément quand je vais écrire mon équation ici, si je veux que ce soit égal à 0, bah, le coefficient qu'il y a devant le x puissance n ici, il n'a pas le choix, il doit être égal à 0. Et en fait, ça va être le cas, quel que soit n. Donc ça ne peut pas être un polynôme non plus. Si je prends un log, je vais avoir du log ici, je vais avoir du 1 sur x là, clairement, ça ne peut pas donner 0. Le cosinus, le sinus, bah, le problème c'est que si j'ai du cosinus ici, je vais avoir du sinus là, bah, ça ne s'annule pas au même moment, et inversement. D'accord? Donc on voit, on sent bien hein, que effectivement, il y a de bonnes chances pour que ce soit les seules solutions. Encore une fois, je n'ai pas démontré hein, la propriété, en tout cas pas complètement ici, et je ne veux pas le faire ici. Bon, et puis, deuxième propriété qui sert également de définition. Donc on a vu qu'on a une infinité de solutions, puisque ça va être vrai quel que soit le réel cas. Et bien si en plus on impose une condition initiale, hein, en général c'est une condition initiale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour x ou t égale à 0, hein, c'est dans ce sens-là, condition initiale. Donc dans ce cas-là, on va dire qu'on définit un problème de Cauchy, d'accord? Donc un problème de Cauchy, c'est j'ai mon équation différentielle et en plus j'ai une condition initiale ou autre, mais en tout cas j'ai une condition. Et bien dans ce cas-là, vous voyez que si on reprend l'équation qu'on avait avant, je sais que, plutôt la solution que j'avais avant, je sais que ma solution, elle va être du type y de x est égal à k fois exponentielle de moins ax, sauf que si j'impose y de 0 qui est égal à y0, eh bien, ça veut dire que je vais avoir y de 0, c'est k fois exponentielle de 0 qui doit être égal à y0, c'est-à-dire que, comme exponentielle de 0 vaut 1, k est égal à y0.
Et vous voyez que du coup, il y a une seule valeur de k qui va à la fois permettre d'avoir une solution de l'équation différentielle et de satisfaire la condition initiale. Donc, quand on a un problème de Cauchy, eh bien la solution est unique et on va avoir k qui est déterminé par y0. Pas la peine d'apprendre que k est égal à y0. À chaque fois, hein, on refera comme je l'ai fait. Hein, on pose y de 0 égale la valeur et puis on trouve hein, très facilement que vos k. Bon, prenons un petit exemple. Soit n, alors n de t, hein, le nombre d'atomes présents à l'instant t, on se place dans un, je sais pas, un liquide par exemple, et on regarde le nombre d'atomes, ou dans un fluide, enfin peu importe. Supposons que le taux de décroissance en fonction du temps est proportionnel avec un coefficient de proportionnalité qu'on va supposer strictement positif au nombre d'atomes restants. Donc j'en avais un certain nombre, puis j'ai une décroissance, peu importe hein, la raison, ça peut être, je sais pas moi, une décroissance radioactive par exemple. Donc si je traduis cette hypothèse, ça veut dire que l'évolution du nombre d'atomes, donc évolution qu'on va représenter par la dérivée première, donc n' de t, eh bien on a dit que on a un taux de décroissance qui est proportionnel au nombre d'atomes. Et donc là, l'évolution, c'est proportionnel avec le coefficient k au nombre d'atomes, donc 4 fois n de t, et puis j'ai une décroissance, donc comme j'ai pris k qui est positif, il faut que je mette un moins. Donc là, on est dans une partie qui correspond à ce que vont nous dire des chimistes, des physiciens dans ce cas-là, ou des biologistes éventuellement. Donc, j'ai n' de t qui est égal à moins k fois n de t. Et maintenant, c'est aux mathématiciens de prendre la main et de résoudre. Bon, on est d'accord, le mathématicien, il commence déjà à prendre la main quand il s'agit de traduire hein, la phrase donnée par les autres scientifiques. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a ici une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre à coefficient constant. Simplement, pour trouver les solutions, il faut l'écrire sous la bonne forme. Nous, on avait la dérivée première plus un certain nombre de fois la fonction qui est égale à 0. Bon, voilà. Là, on a peut-être mieux, hein, on voit peut-être un tout petit peu mieux que oui, ça correspond bien au cas qu'on vient de voir. Et donc, eh bien, on sait que les solutions de cette équation différentielle, ça va être quoi? Ça va être n de t qui est égal à un certain nombre, alors on ne va pas prendre k ici, hein, on va changer de constante, fois exponentielle de moins, et cette fois le coefficient qui est ici, c'est le k. Donc la solution générale est donnée par n de t est égal à c fois exponentielle de moins k fois t. Bon, vous voyez qu'au niveau aussi des notations, hein, on s'adapte aux notations usuelles données par les physiciens, les chimistes, etc. Très bien. Donc là, on a une infinité de solutions, hein, puisque c'est vrai, quel que soit grand C, un réel. Maintenant, si en plus on sait que au temps t égale 0, on avait n0 atomes, eh bien, la solution du problème de Cauchy, comme on a, encore une fois, n de 0 qui est égal à c fois exponentielle de 0, c'est-à-dire c, eh bien, je vais avoir n de 0 qui va être égal à n0 si et seulement si c est égal à n0. Hein. Et donc, la solution, parce qu'il n'y en a rien qu'une, du problème de Cauchy, donc c'est-à-dire de mon équation différentielle avec ma condition initiale, c'est bien n de t qui est égal à n0 fois exponentielle de moins kt. Bien évidemment, ici, t, a priori, est positif. Hein. On commence au temps t égale 0, et puis
on a l'évolution au cours du temps. Alors, une remarque qui va être vraie pour toutes les équations différentielles homogènes. Si je prends y1 et y2, deux solutions d'une équation différentielle homogène, eh bien forcément, y1 plus y2 va également être une solution de l'équation homogène. Si je reprends l'exemple qui nous intéressait ici, y' plus ay est égal à 0. y1 est solution de cette équation. Je vais l'appeler 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y1' plus ay1 est égal à 0. y2 est également une solution de mon équation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y2' plus ay2 est égal à 0. Maintenant, pour savoir si y1 plus y2 est également une solution de l'équation, eh bien, il faut que je calcule y1 plus y2' plus a fois y1 plus y2. Et si ça, c'est égal à 0, alors oui, ce sera bien solution de l'équation homogène. Si c'est différent de 0, alors non, ce ne sera pas solution de l'équation homogène. Bon, comme on sait que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées, j'ai donc tout simplement y1' plus y2' plus ay1 plus ay2. Je vais regrouper mes y1 ensemble, donc j'ai y1' plus ay1. Je vais mettre des parenthèses, mais c'est pas obligé. Plus y2' plus ay2. Et vous voyez que ma première parenthèse, elle vaut 0 puisque y1 est solution de l'équation. Ma deuxième parenthèse, elle est également égale à 0 parce que y2 était solution de l'équation. Et donc, j'ai 0 plus 0, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire y1 plus y2, solution de mon équation. Et vous voyez que là, ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce que j'ai 0 plus 0 qui est égal à 0. Alors là, je l'ai fait dans le cas d'une équation différentielle linéaire homogène à coefficient constant d'ordre 1, mais vous doutez bien que ça va marcher exactement pareil si je prends un ordre 2, un ordre 3, etc. Et si je complexifie mon équation différentielle. Tout repose sur le fait que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Et ça vaut aussi pour les dérivées suivantes. La dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. Donc la dérivée de la somme, c'est la dérivée de la somme des dérivées, et c'est forcément la somme des dérivées des dérivées. Bon. Et puis, le deuxième point pour lequel ça marche bien, c'est parce que 0 plus 0 est égal à 0, tout simplement. Si on avait eu égal à 1, la somme, ça aurait fait égal à 2, et donc ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est vrai pour les équations homogènes, et uniquement pour les équations homogènes. Bon, ce principe, c'est ce qu'on appelle le principe de superposition, tout simplement. Bon, passons maintenant aux équations différentielles linéaires homogènes du second ordre à coefficient constant. Donc vous voyez que la seule différence par rapport à ce qu'on vient de faire, c'est l'ordre. On prend maintenant un ordre 2, donc on va avoir des dérivées secondes, et éventuellement des dérivées premières, et éventuellement la fonction. On reste ensuite linéaire, coefficient constant et homogène. Alors du coup, ici, on s'intéresse aux équations du type AY second, donc A fois la dérivée seconde de Y, plus B fois la dérivée première, plus C fois ma fonction Y. Donc vous voyez bien, j'ai bien un ordre 2 puisque j'ai du Y seconde. À chaque fois, j'ai bien un nombre fois ma dérivée, plus un nombre fois une autre dérivée, etc. Donc je suis bien linéaire à coefficient constant, et puis égal à 0. Et vous remarquerez que A, B, C sont trois réels, avec uniquement A qui est forcément différent de 0. On retrouve, comme je l'avais dit, je pourrais avoir y seconde est égal à 0. C'est bien une équation différentielle d'ordre 2 dans ce cas-là. Bon, alors, comment est-ce qu'on va résoudre cette équation différentielle? Eh bien, pour ça, il faut considérer son équation caractéristique. Si vous connaissez un petit peu les suites
linéaire récurrente d'ordre 2, on va retrouver quelque chose de totalement similaire, avec la même méthode et quasiment les mêmes formules. Alors son équation caractéristique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va remplacer la dérivée seconde par un r carré, la dérivée première par un r et le y par un 1. Donc l'équation caractéristique qui correspond à cette équation différentielle, c'est ar carré plus br plus c est égal à 0. Et donc on voit que pour la résoudre, cette équation caractéristique, il va falloir chercher les racines d'un polynôme de degré 2. Donc on va avoir trois cas de figure en fonction du signe du discriminant de ce polynôme de degré 2, à savoir 2 delta qui est égal à b carré moins 4ac. Alors, première possibilité, le discriminant est strictement positif. Dans ce cas, on sait que l'équation caractéristique va admettre deux solutions réelles distinctes qu'on va noter R1 et R2 et qui sont données par moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. L'équation différentielle va alors admettre comme solution toutes les fonctions qui vont s'écrire sous la forme K1, donc un nombre fois exponentielle de R1 fois x, ma première racine, plus un nombre K2 fois l'exponentielle de R2 fois x, R2 étant ma deuxième racine. Et donc, à nouveau, vous voyez qu'on va avoir une infinité de solutions, puisque K1 et K2 peuvent prendre n'importe quelle valeur réelle, y va bien être une solution de l'équation différentielle. Bon, je ne vais pas faire les calculs ici, mais on pourrait vérifier qu'effectivement, c'est bien le cas. Encore une fois, je ne démontre pas ici que ce sont les seules solutions, mais on pourrait vérifier facilement que ce sont des solutions. Le deuxième cas, c'est lorsque le discriminant est égal à 0. Dans ce cas-là, l'équation caractéristique va admettre une seule solution réelle, qui est la solution réelle double R0. R0 qui est donnée par moins b sur 2a. Dans ce cas-là, l'équation différentielle va admettre comme solution toutes les fonctions qui vont s'écrire de la forme K1 plus K2 fois x, le tout fois exponentielle de R0x, où on a R0 qui est la solution de l'équation caractéristique. Encore une fois, j'ai une infinité de solutions, puisque pour n'importe quel réel K1 et K2, je vais avoir une solution de l'équation caractéristique. De l'équation différentielle, pardon. Encore une fois, je ne vérifie pas ici que c'est bien une solution, mais vous pouvez le faire. Il suffit de dériver deux fois cette équation, cette fonction, et de vérifier que oui, on a bien 0 quand on remplace dans l'équation différentielle. Troisième cas, si le discriminant est strictement négatif, on sait alors qu'on va avoir deux solutions complexes conjuguées. Je les ai notées ici, alpha plus i bêta, alpha moins i bêta, puisque ce sont les notations dont on va avoir besoin. On se rappelle, les solutions complexes conjuguées sont données par moins b plus ou moins i racine de moins delta sur 2a. Bon, une fois qu'on a trouvé ça, qu'on a alpha et bêta, l'équation différentielle va admettre comme solution toutes les fonctions qui vont s'écrire de la forme K1 fois cosinus bêta x plus K2 fois sinus bêta x, donc bêta étant la partie imaginaire de mes solutions, le tout fois l'exponentielle de alpha x, où alpha est la partie réelle de mes solutions de l'équation caractéristique. D'accord ? Bon, on pourrait utiliser des notations complexes pour simplifier légèrement ça. On ne le fait pas, on garde bien évidemment cette notation-là. Encore une fois, on va avoir une infinité de solutions puisque ça va être vrai, quel que soit K1 et K2 de réel. Bon, alors, propriété, on retrouve la même chose que pour l'ordre 1, à savoir que si jamais on impose en plus des conditions initiales, mais attention, cette fois il nous en faut deux, parce que vous voyez que
dans chacun des cas, j'ai deux constantes de nombres, hein, K1 et K2, qui prennent n'importe quelle valeur réelle, qui me permettent de définir les solutions. Donc il faut, pour définir un problème de Cauchy, et donc avoir une et une seule solution, eh bien, définir deux conditions qui vont me permettre de déterminer précisément ce que valent K1 et K2. En général, les conditions initiales, elles vont être données par y0 et y' de 0. Donc je donne la condition initiale sur y et sur y'. Donc comme ça, on a un problème de Cauchy et donc je redis, on va avoir une solution unique. Je ne précise pas ici que vont valoir K1 et K2, c'est pas du tout l'objectif. Il suffit, une fois qu'on a trouvé la formule générale de Y, admettons celle-là, eh bien d'utiliser y0, y'0, ou de calculer y0, y' de 0, et puis de trouver exactement des équations sur K1 et K2, résoudre et trouver leur valeur. Allez, un exemple. Considérons une masse M qui est suspendue à un ressort de raideur K. Donc là, on est dans un cas de mécanique assez classique. Alors, lorsqu'on tire la masse vers le bas, en l'écartant du coup de la position d'équilibre d'une distance x, donc on va supposer que la position d'équilibre est là, puis je vais m'écarter de x, eh bien le ressort va forcément exercer, donc je l'écarte, hop, le ressort va exercer une force de rappel, du coup plutôt vers le haut, tendant à ramener la masse à la position d'équilibre. Et puis si jamais on l'a trop tiré ou on repousse, au contraire on va avoir x qui est négatif et donc la force va le tirer dans l'autre sens. Alors en vertu de la seconde loi de Newton, je vous l'ai déjà cité, en négligeant la force de gravité, en gros en ne considérant que la force de rappel, on néglige la gravité, des éventuels frottements, etc., eh bien on va avoir m fois accélération, donc m fois x seconde de t, qui va être égal à moins k x de t, la force de rappel qui va être proportionnelle à la distance dont on s'est écarté de la position d'équilibre. Et pourquoi moins? On prend k qui est une constante positive, donc comme mon x va dans ce sens, ma force de rappel va dans l'autre sens, donc il faut bien que je mette un moins. Et donc je peux réécrire ça sous la forme, déjà en faisant passer le kx de t de l'autre côté, donc je vais avoir m x seconde plus kx qui est égal à 0. Alors remarquez ici que x c'est la position, c'est la fonction qui dépend du coup du temps t. Donc le x ici c'est le y qu'on a vu tout à l'heure. Bon, ici ce qu'on peut faire comme m c'est une masse, c'est différent de 0, donc on va diviser par m, donc j'ai x seconde plus k sur m fois x qui est égal à 0. Et puis, alors on verra un petit peu plus tard pourquoi, mais les physiciens écrivent plutôt cette équation sous la forme x seconde plus oméga n carré x est égal à 0. Vous voyez que oméga n carré, c'est le k sur m. Et oméga m, c'est ce que les physiciens appellent la pulsation naturelle du système masse-ressort. Encore une fois, quand on aura résolu l'équation, on va voir pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça. Enfin, en tout cas, on aura une petite idée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une équation différentielle, linéaire, homogène, du second ordre à coefficient constant. J'ai pas de x', mais c'est pas grave, ça reste une équation du second ordre. Une remarque pendant que j'y pense, les physiciens, souvent, au lieu de mettre x seconde comme ça, ils mettent x point, des petits points au-dessus du x. C'est une autre notation pour les dérivés. L'équation caractéristique, quelle est-elle? Eh bien, r carré plus oméga n carré égale à 0. J'ai pas de r puisque j'ai pas de x'. Et puis, on calcule son discriminant, et on trouve que le discriminant est strictement négatif,
et que les solutions du coup de cette équation caractéristique, eh bien, ce sont i oméga n et moins i oméga n. Je ne fais pas le détail ici, je vous laisserai le faire. Du coup, eh bien, on sait à quoi ressemblent les solutions de cette équation différentielle. Ça va être k1 fois cosinus de partie imaginaire de ma solution, c'est-à-dire oméga n fois t, plus k2 fois sinus de oméga n fois t, le tout fois exponentielle bien, de 0, puisque la partie réelle vaut 0, donc fois 1, donc on a juste ça. J'aurais dû rajouter un K1, K2 qui sont bien évidemment de réels. Maintenant, bien, si on sait en plus que les conditions initiales de l'oscillation sont x0 égale 0 et puis x' de 0 qui est V0, donc c'est-à-dire que la position initiale, eh bien, on était en position d'équilibre, et puis on connaît la vitesse initiale. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué. X' de t, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, dérivée du cosinus, donc on va avoir oméga n k1 sinus oméga n t avec un moins. Dérivée du sinus, on va avoir oméga n k2 cosinus oméga nt. Maintenant, x de 0, c'est quoi ? Eh bien, cosinus de 0 qui vaut 1, sinus de 0 qui vaut 0, et puis x' de 0, eh bien, on va trouver oméga n fois k2. Et donc, on veut que x de 0 soit égal à 0 et que x' de 0 soit égal à v0. Donc, on a k1 qui doit être égal à 0 et k2 qui doit être égal à v0 sur oméga n. Donc, eh bien, la solution du problème de Cauchy, c'est x de t qui est égal à v0 sur oméga n fois sinus de oméga n t. Ça signifie que le mouvement de la masse est une oscillation avec une pulsation de oméga n radians par seconde, et donc une fréquence de oméga n sur 2π Hz, et une amplitude qui va être constante égale à V0 sur oméga n. Bon, là, si vous ne comprenez pas tous les termes, je vous laisserai aller consulter des références de physique. Bon, une remarque pour terminer sur ces équations différentielles linéaires homogènes d'ordre 2 à coefficient constant. Le principe de superposition reste bien évidemment vrai ici, puisqu'on a des équations homogènes. Allez, le dernier cas qui va nous intéresser ici, c'est les équations différentielles linéaires à coefficient constant d'ordre 1 et d'ordre 2, mais cette fois avec un second membre. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux équations du type y' plus ay. Donc on retrouve des équations différentielles linéaires d'ordre 1 à coefficient constant, mais cette fois est égale à f de x. Ou la même chose pour l'ordre 2. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ces équations ? Je vais vous donner une méthode ici. Il y en a d'autres, j'en ferai une toute petite remarque à la fin. Alors, la méthode qui va nous intéresser est la suivante. On va commencer par chercher une solution particulière de cette équation. On la notera YP. Donc, une solution qui vérifie l'équation avec le second membre. Une fois qu'on a fait ça, on résoudra l'équation homogène associée, c'est-à-dire qu'on va reprendre les équations qu'on a là, simplement on va remplacer f de x par 0, et donc on va se ramener au cas qu'on a vu précédemment.
et puis on notera YH, hein, ces solutions. D'ailleurs, on sait qu'on va en avoir une infinité. Et une fois qu'on aura fait ces deux parties, eh bien, on dira tout simplement que YH plus YP est une solution de l'équation différentielle linéaire à coefficient constant avec second membre. Pourquoi? Alors, admettons, j'ai une équation d'ordre 1. D'accord? Donc, je me place dans ce cas-là. YP est une solution particulière, c'est-à-dire que YP' plus AYP, ça va être égal à F. Je vais laisser le F de X, hein, je vais mettre juste F. D'ailleurs, on retrouve la remarque que j'ai faite tout à l'heure, hein, normalement, ça c'est faux, ça n'a pas de sens, puisque pour avoir de sens, il faudrait que j'ai du X des deux côtés ou du X nulle part. Là j'ai une fonction, là j'ai un nombre. C'est un abus de notation très classique hein, quand on est avec des équations différentielles. Mais on fait bien attention, hein, on sait que c'est un abus de notation. YH, c'est une solution de l'équation homogène. Ça veut dire que YH' plus AYH, c'est égal à 0. Et maintenant, quand je prends YH plus YP, donc je vais prendre prime plus AYH plus YP, et bien vous voyez que, encore une fois, dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Je vais regrouper les YH et les YP ensemble, donc YH' plus AYH plus YP' plus AYP. Et on a dit YH' plus AYH, c'est égal à 0. YP' plus AYP, c'est égal à F. Donc en tout, j'ai F. C'est bien dire que YH plus YP est solution de l'équation différentielle avec le second membre. Encore une fois, ce n'est pas une démonstration que ce sont les seules solutions. Mais en tout cas, ce sont des solutions et croyez-moi, ce seront les seules. Bon, quelques remarques. Premièrement, on peut inverser 1 et 2. Vous pouvez d'abord chercher une solution particulière, puis chercher une solution de l'équation homogène, ou au contraire, d'abord commencer par une solution de l'équation homogène et ensuite chercher une solution particulière. Peu importe, ces deux points ici sont indépendants l'un de l'autre. Ce qui compte à la fin, c'est d'avoir les deux et de pouvoir faire la somme. Donc il n'y a pas d'ordre entre 1 et 2. Deuxième remarque, le principe de superposition est faux pour les équations avec un second membre. Si vous prenez y1 et y2 qui sont solutions de la même équation avec second membre, y1 plus y2 ne peut pas être une solution de cette équation. On l'a déjà vu. Si pour y1 l'équation est égale à f, pour y2 elle est égale à f, pour y1 plus y2 elle va être égale à 2f. Et 2f c'est pas égal à f, sauf si f est égal à 0. Par contre, ce qu'on pourrait noter quand même, c'est que si f s'écrit comme la somme de deux fonctions f1 et f2, et que j'obtiens une solution particulière de l'équation avec comme second membre f1 et une autre solution particulière avec comme second membre f2, eh bien la somme des deux solutions va forcément être une solution particulière de l'équation avec comme second membre f. Donc ça veut dire que par exemple si f c'est, je sais pas moi, un polynôme plus une exponentielle, je peux chercher une solution particulière pour laquelle le second membre c'est le polynôme, séparément chercher une solution de l'équation différentielle avec comme second membre l'exponentielle, et puis faire la somme des deux. Bon, en réalité, on cherchera directement tout en un, ce sera bien plus rapide, bien plus simple, mais en fait, comment on va le faire ? De la même façon, quoi. C'est l'idée que, bah oui, je peux faire séparément et faire la somme. Ça va revenir au même. Et puis, dernière remarque, qui permet quand même de voir pourquoi est-ce que, oui, on a quand même à peu près toutes les solutions, ou en tout cas, ce qu'on a raconté est pas faux. Si y1 et y2 sont deux solutions de la même équation différentielle, avec second membre, ou pas, mais disons avec second membre, forcément y1 moins y2 va être solution de l'équation différentielle homogène associée. Encore une fois, si y1 est solution de l'équation avec second membre f, y2 aussi, y1 moins y2 va être solution avec le second membre
f moins f, c'est-à-dire 0, donc de l'équation homogène. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a, si on est avec une équation d'ordre 1, par exemple, eh bien, votre équation différentielle, donc on va l'écrire y' plus ay égale à f de x, comme y1 moins y2 est une solution de l'équation différentielle homogène, solution de l'équation différentielle homogène y' plus ay est égal à 0, c'est un nombre k fois exponentielle de, à vrai dire, moins ax. Bon, et puis, eh bien, une fois qu'on a fait ça, dit ça, je vais avoir y1 moins y2 qui est égal à k fois exponentielle de moins ax. Je vais quand même le rajouter, ce serait mieux, hop. On fait passer le y1 ou le y2 de l'autre côté, peu importe, hein, il suffit de changer la valeur de k. Et vous voyez que effectivement, on relie les deux solutions de même solution, ou plutôt on relie deux solutions d'une même équation différentielle, simplement en rajoutant ce k fois exponentielle de moins ax. Quand on est avec un ordre 1, bien évidemment, mais on pourrait écrire quelque chose de très similaire lorsqu'on est avec un ordre 2, simplement, oui, il y a tous les cas à prendre en compte, donc c'est plus difficile à écrire. Bon. Et donc, vous voyez bien que comment est-ce qu'on passe d'une solution à une autre, juste avec cette solution de l'équation linéaire homogène. Hein. Donc, on voit bien pourquoi est-ce que, oui, les solutions, c'est bien yp plus yh avec yp qui est une solution particulière, parce que le lien entre toutes les solutions, c'est exactement ça. Bon, alors, il nous reste quand même à savoir comment est-ce qu'on va trouver ces solutions particulières. Habituellement, on va chercher les solutions particulières sous une forme similaire au second membre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si mon second membre, c'est un polynôme, donc si f de x est du type a0 plus 1x plus jusqu'à anxn, eh bien je vais chercher ma solution particulière sous une forme similaire, c'est-à-dire sous la forme d'un polynôme. Donc je vais chercher la solution sous la forme d'un polynôme de degré au moins égal à n, hein, parce que, oui, si j'ai du x puissance n d'un côté du égal, il m'en faut bien de l'autre côté. D'accord? Donc au moins dans le y, il va me falloir du x puissance n. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Si j'ai juste une équation d'ordre 1, on va chercher en général un polynôme de degré n. Simplement, on se doute bien, si a est égal à 0, on n'aura pas trop de choix. Pour avoir du x puissance n dans le y', puisqu'on en a dans le f, donc il faudra dans le y', il faudra prendre du degré n plus 1, du x puissance n plus 1 dans y. C'est le même principe pour l'ordre 2. Si c est différent de 0, c'est-à-dire si j'ai du y, pas de souci. Dans ce cas-là, je vais pouvoir prendre un polynôme de degré n, normalement ça devrait aller, puisque je veux du x puissance n ici, je vais en avoir ici, j'en aurai pas dans ceux d'après, dans le y', ni dans le y seconde, mais c'est pas grave, j'en aurai dans le y, et donc je vais pouvoir en avoir des deux côtés. Si c est égal à 0, c'est-à-dire que j'ai pas de y, et que b est différent de 0, pour avoir du x puissance n ici, comme j'en ai pas là, il m'en faudra au moins là. Donc ça veut dire que dans le y, il me faut au moins du x puissance n plus 1. Bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, si on se trompe, on verra que quand on va vouloir trouver les coefficients dans le polynôme, on va avoir un souci. Donc il faudra simplement monter d'un degré. Et puis, si à la fois c et b sont égaux à 0, c'est-à-dire si j'ai que du y seconde, le xn qui est ici, il va falloir que je le retrouve dans le y seconde, et donc forcément, il faudra prendre une puissance n plus 2 pour y. Attention,
Quand on dit on va prendre la solution particulière sous la forme d'un polynôme de degré n, de degré n plus 1, de degré n plus 2, vous devez absolument mettre tous les coefficients avant. C'est pas parce que dans f de x, j'ai que du x carré que je vais chercher ma solution particulière sous la forme d'un a fois x carré. Non, il va me falloir du x carré, du x et du 1, parce que si là j'ai du x carré, du x et du 1, là je vais avoir donc du x et du 1, là je vais avoir que du 1, et les coefficients qui sont devant donc les A0, le A1 et le A2, je vais en avoir un petit peu de partout. Et donc, oui, du x puissance carrée, j'en aurai que là et là. Mais même si j'ai 0 x ici, comme j'ai du x carré ici, je vais avoir du x ici, forcément. Et donc, il faut bien que j'en ai là pour contrebalancer les deux. Donc, à chaque fois, je dois mettre tous les coefficients jusqu'à la puissance qui m'intéresse. Bon, si mon second membre est de la forme d'une exponentielle, eh bien dans ce cas-là, je vais chercher ma solution particulière sous la forme d'une exponentielle. Je mets bien évidemment la même chose dans l'exponentielle, parce que quand je dérive exponentielle de lambda x, je vais réobtenir de l'exponentielle de lambda x. Ce qui va changer, c'est le coefficient qu'il y a devant. Donc je ne peux pas faire apparaître comme ça par magie une exponentielle d'autre chose. Bon, donc on va le chercher sous la même forme, et si jamais ça ne fonctionne pas, ça correspond un petit peu à l'idée des puissances, des degrés des polynômes qu'on a vu juste avant. Bon, si jamais ça ne marche pas, vous n'arrivez pas à écrire une équation, et essayez ax fois exponentielle de lambda x, c'est très certainement que vous êtes tombé pile sur le lambda qui va pas bien. Bon, c'est pas grave. Et puis, si ça marche encore pas, on essaiera du ax carré exponentielle de lambda x, c'est pas grave. Là, j'ai dit juste un nombre fois une exponentielle, mais si vous avez un polynôme fois une exponentielle, eh bien on cherchera la solution particulière sous la forme un polynôme de même degré fois l'exponentielle, puis si ça ne marche pas, on montera dans les degrés. Si je prends une fonction qui dépend de cosinus et de sinus, eh bien je vais chercher ma solution particulière sous la forme d'une fonction qui dépendra de cosinus et de sinus. Attention, si j'ai que du sinus de, je sais pas moi, 2x, je vais quand même chercher ma solution sous la forme d'un cosinus de 2x plus un sinus de 2x. On doit avoir forcément les deux, puisque quand on va dériver, on va avoir le cosinus qui va me donner du sinus, le sinus qui va donner du cosinus, etc. Et donc, on va avoir besoin d'un petit peu tout. De la même façon que quand on prenait les polynômes, on avait besoin de toutes les puissances, et bien là j'ai besoin des cosinus et des sinus. Et puis si jamais vous avez des cosinus et des sinus avec pas le même nombre dedans, eh bien il faudra avoir des cosinus et des sinus pour chacun des nombres qu'on a dedans. Bon, encore une fois, si ça fonctionne pas, on va aller chercher du ax cosinus et puis du bx sinus, etc., etc. Puis ça ne marche pas, on mettra du x carré et on continue. Et puis, comme je l'ai dit, si vous avez un polynôme plus une exponentielle, dans la solution particulière, on va chercher un polynôme plus une exponentielle. On peut mettre tout ça un petit peu ensemble et du coup avoir des cas plus compliqués. Bon, allez, un exemple. On considère ici le mouvement d'un corps de masse m en chute libre. Donc on va bien évidemment simplifier un petit peu ce cas classique de la mécanique. Alors en négligeant la force de frottement de l'air, on prend juste la chute libre, eh bien la seconde loi de Newton, elle nous donne dérivée seconde qui est égale à moins mg, mg donc qui est la force de gravitation. Donc ici, x, il est dans ce sens. C'est pour ça que j'ai moins mg, parce que je vais dans l'autre sens. Bon, vous voyez qu'on peut simplifier un m, la masse de mon corps, qui est forcément différent de 0. Donc, ça revient à dire que x seconde est égal à moins g, où g, c'est l'accélération de la pesanteur. C'est une constante qui vaut à peu près 9,81 mètres par seconde moins 2. Bon, on voit qu'on a ici une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant,
par contre non homogène, hein, puisque ici j'ai un second membre différent de 0, qui est une constante, mais qui reste différent de 0. Alors l'équation différentielle homogène, qu'est-ce que c'est? C'est x seconde est égal à 0. Équation caractéristique, tout simplement r carré égale 0. On voit facilement que on va avoir ici une solution double qui est 0. Donc, solution générale de l'équation différentielle homogène, eh bien on a k1 plus k2 fois t fois l'exponentielle de 0t, c'est-à-dire tout simplement k1 plus k2t, où on a k1 et k2 qui sont deux réels. Bon, je garde en tête cette solution générale. Ensuite, je vais chercher une solution particulière de mon équation différentielle avec second. Bon, on a dit on a une constante. Donc, en théorie, on chercherait une constante. Sauf que, si je prends x de t qui est égal à une constante, déjà la dérivée vaut 0, la dérivée seconde vaut 0. Et donc, vous voyez qu'on on va vouloir écrire 0 égale moins g, ce qui est faux tout le temps et qui ne va pas m'aider à déterminer quelle est la constante que je vais... x de t égale à quelle constante. Si je prends juste du t, ça va être le même principe. La dérivée seconde elle va être égale à 0 aussi. Donc, je vais chercher ma solution particulière sous la forme d'un polynôme de degré 2, pour que, quand je vais arriver à x secondes, il me reste quand même au moins une constante. Et donc, j'aurai une constante égale à une constante. Alors, effectivement, ici, si je dérive yp, alors, si je la dérive une fois, je vais avoir b plus 2c fois t, et si je dérive deux fois, eh bien, on voit qu'on obtient 2c. Et donc, mon équation différentielle, j'ai mis yp, oui, je reste sur yp, c'est pas grave, x seconde est égal à moins g, donc je dois avoir 2c qui est égal à moins g, et donc forcément, eh bien, je vais avoir c qui est égal à moins g sur 2. Donc, solution particulière, yp est égal à moins 1 demi de g fois t carré. Et maintenant que j'ai ma solution particulière, eh bien, je vais pouvoir donner une solution générale à mon équation différentielle, c'est-à-dire que la position du corps à l'instant t va être donnée par ma solution particulière, moins 1 demi fois g fois t carré, plus mes solutions générales de l'équation homogène, c'est-à-dire k1 plus k2t, où j'ai k1 et k2 qui sont deux réels quelconques. Et donc à nouveau, j'ai une infinité de solutions de l'équation ici différentielle. Et puis, si jamais j'avais des conditions initiales, eh bien je pourrais déterminer exactement ce que valent k1 et k2. D'ailleurs, vous remarquerez que tout à l'heure, quand j'ai cherché la solution particulière, en fait, j'avais pas de conditions sur a et b. Donc j'aurais pu prendre des nombres autres que 0. Là, je me suis simplifié la vie en prenant 0. Mais si j'avais pris autre chose que 0, bien, vous voyez qu'en fait, on les retrouve ici, les a0 plus a1t. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien. a0 plus a1t, ils vont intervenir, ils vont être là, mais ils vont être là grâce à cette partie-là. Allez, un autre exemple, en biologie. Alors en biologie, un modèle proposé pour la croissance d'êtres vivants est le suivant. Donc tout individu de taille maximale grand M admet une vitesse de croissance proportionnelle à la taille manquante. Bon, si on traduit ça, ça veut dire que si on note C de t, la taille à l'instant t, eh bien cette fonction va être solution de l'équation différentielle C' de t, donc la variation, qui est égale à k fois m moins C de t, proportionnelle à la taille manquante par rapport à la taille maximale. Bon, je peux réécrire ça comme étant C' de t plus k fois C de t est égal à k fois m. On reconnaît ici une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant, par contre non homogène, puisque j'ai un second membre, ici Km qui est une constante. Alors, l'équation différentielle homogène, c'est C' plus K fois C est égal à 0. La solution générale de l'équation homogène, c'est A fois exponentielle de moins KT, où A est un réel quelconque.
Ensuite, je cherche une solution particulière. J'avais une constante, je vais chercher une constante. Bon, ici, de la dérivée, c'est 0. Donc, solution particulière, donc je vais avoir 0 plus k fois a qui est égal à k fois m, j'ai a qui est égal à m. Donc, solution particulière, eh bien, juste m. Et donc, solution générale de l'équation, j'ai ma solution de l'équation homogène, a fois exponentielle de moins kt, plus ma solution particulière, c'est-à-dire m. Ou encore une fois, a est un réel quelconque. Et si maintenant on impose, par exemple, que c de 0 est égal à 0, la taille à l'instant t, c'est 0, eh bien, la taille à l'instant 0 est 0, eh bien, je vais avoir tout simplement, donc c de 0, c'est quoi? C'est a fois exponentielle de 0 plus m, c'est-à-dire a plus m. Si je veux que ça soit égal à 0, eh bien, j'ai tout simplement a qui est égal à moins m. Donc, ma solution, ça va être c de t qui est égal à m facteur de 1 moins exponentielle de moins kt. Et après, je peux par exemple vérifier que, ou remarquer que la limite, quand t tend vers plus l'infini de tout ça, c'est quoi? Eh bien, l'exponentielle va tendre vers 0, puisque k est positif. Bon, en tout, je vais avoir comme limite m à l'infini, où la taille, la limite de la taille, ça va être la taille maximale, tout simplement. Donc ça paraît bien logique. Bon, j'en dis pas beaucoup plus sur tout ça, juste une remarque. On a d'autres méthodes, bien évidemment, qui permettent de trouver les solutions d'une équation différentielle. On a vu ici une méthode qui fait intervenir une solution particulière. Toute la difficulté est bien évidemment de trouver cette solution particulière. Une autre méthode que j'aurais pu vous présenter, c'est la méthode de variation de la constante. Bon, cette méthode a l'avantage d'être générale, comparée à ce qu'on vient de voir, et s'appliquera aussi dans des cas où il est difficile de trouver une solution particulière. Maintenant, c'est une méthode qui est plus difficile, plus lourde à mettre en œuvre. Comme je voulais vous faire juste une petite introduction, eh bien, j'ai préféré vous présenter cette méthode relativement simple, utilisant une solution particulière. Donc, pour conclure, je redis, on a ici une introduction. Vous voyez qu'on a vu que des cas très très simples d'équations différentielles, mais ça reste une introduction tout à fait valable. Et on l'a vu, il y a plein d'exemples, des exemples concrets, d'équations différentielles qui sont aussi simples que ça, on l'a vu en biologie, en chimie, en physique, certes dans des cas où on néglige souvent des forces, où on néglige un certain nombre de paramètres, mais c'est souvent le cas pour avoir des choses relativement simples. Voilà qui conclut cette vidéo.